Les balados de la CSN. Dans cet épisode, nous vous proposons un entretien entre Jacques Letourneau, président de la CSN, et Amy Côté, agent de mobilisation chez Oxfam Québec. Bonjour Amy. Bonjour. Bienvenue à la CSN. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Oxfam Québec. Oxfam Québec. Oui, tu es là depuis longtemps? Je suis là depuis une douzaine d'années, différents mandats, différents projets. Mais là, depuis 5 ans, je suis agente de mobilisation là, dans les programmes au Québec. OK. Moi, je suis spécialement dédiée à la mobilisation de nos coopérants volontaires et de nos stagiaires une fois de retour. Donc là, on envoie du monde travailler à l'international et une fois qu'ils reviennent, ils veulent garder des liens avec nous. Ils veulent rester engagés, ils veulent continuer à contribuer. Puis ça, c'est ma job de garder des liens, communiquer avec eux, développer des activités dans lesquelles ils peuvent être engagés. Donc, tu restes au Québec, tu te promènes pas? Oui, je me promène plus tant que ça. OK. J'ai aussi fait 2 ans avec Oxfam Québec en Bolivie. Donc, j'ai une expérience de coopérante moi-même qui est fort essentielle là, pour la réalisation de ma job en ce moment. Là. Je connais leur réalité, puis ce qu'ils vivent au retour, c'est quoi leurs besoins. Et je suis à l'affût là, des occasions là, pour pouvoir répondre à ces besoins. Ça fait quoi un stagiaire en Bolivie, admettons? Là? Sous Morales, ça? Le gouvernement de Morales? Oui. OK. Oui, bien, je dirais plus, ce qui est plus gros dans notre programmation, c'est le programme de coopération volontaire. OK. Les stagiaires aussi, là, ils embarquent un peu dans la même approche. On s'associe principalement avec des organisations locales. On analyse leurs besoins autant à l'interne que leurs besoins de programmation, les besoins de leur population cible. Et on développe des mandats ici qui vont être comblés par des personnes d'ici pour aller les appuyer dans ces besoins-là. Donc, on parle de renforcement organisationnel, autant de la planification stratégique, de la finance, recherche de financement, communication. Il y a des thématiques clés comme l'environnement, la justice des genres. OK. Mais concrètement, mettons un exemple de projet en Bolivie. Un exemple de projet en Bolivie. Donc, moi, j'étais conseillère en développement et gestion. C'est gestion de projet, développement de projet, conception. On a une organisation partenaire qui était une école de formation technique, un peu l'équivalent d'un cégep, mais du volet technique. Et ils voulaient bâtir une garderie. On a dit, bon, mais pourquoi une garderie? Et la problématique était qu'il y a plusieurs jeunes étudiantes. Bon, il y a une problématique aussi de grossesse précoce, là, comme dans plusieurs pays. Et les jeunes femmes qui voulaient étudier étaient souvent freinées par la réalité d'être aussi mères. Et l'école voulait donc offrir ce service-là, un accès à un service de garde éducatif pour les enfants de ces étudiantes-là. Donc, leur permettre de poursuivre leurs études tout en ayant un service de garde éducatif là, pour les enfants. C'est pas juste la voisine qui garde, c'est vraiment quelque chose avec un programme éducatif. d'organisé. Ouais. Donc, on avait... moi, j'étais un peu gestionnaire du projet. Je suivais les finances, l'exécution là, des activités. Et on a embauché une conseillère en gestion de garderie. Ici au Québec. Donc, ici au Québec, pour aller accompagner le partenaire dans le développement de ce projet-là. Donc, elle, avec sa spécialité, là, elle avait été éducatrice en milieu familial. Elle connaissait notre système de CPE, notre système éducatif. Donc, elle est allée appuyer l'organisation pour la prise des meilleures décisions en fonction des enfants boliviens aussi. Là. C'est pas juste prendre notre formule ici et de l'imposer là-bas, mais c'est d'être au courant des bonnes pratiques, des meilleures pratiques et d'essayer d'adapter ces pratiques-là au contexte, contexte local. Puis tes stagiaires, parce qu'il y avait des stagiaires là-dedans aussi. C'était-tu des gens qui étaient en service de garde ou... on n'avait pas des stagiaires spécifiquement dans ce projet-là. Les stagiaires, là, selon les programmes, là, s'insèrent ou pas dans des projets. Là, c'est très vaste là, ce qu'on fait là, dans toutes les thématiques qu'on touche. En ce moment, on a des programmes de stage, encore des programmes Québec sans frontières. Okay. Donc, il n'y en a pas en Bolivie en ce moment, mais on est en train de recruter pour Pérou et Bénin. Donc, Québec sans frontières, c'est vraiment un programme d'initiation à la coopération volontaire, à la solidarité internationale. Et moi, c'est ma première expérience, justement, c'était avec Québec sans frontières, il y a de ça plus de 20 ans.
Et je me retrouve oui, Oxfam, sûr. encore aujourd'hui. Là, fait que tu es revenu d'un projet, puis à un moment donné, tu as continué dans le monde de la coopération. Oui, ça a un peu à donner comme ça. Là. C'est avec mon bagage et les occasions qui se sont présentées à moi. Là. T'expliques que, dans le fond, tu t'occupes des stagiaires qui reviennent, donc qui ont fait un stage. Puis là, évidemment, tu as acquis tout un bagage dans le cadre de ton stage. Mais qu'est-ce qu'ils font, les stagiaires? C'est quoi le suivi que vous faites? Ils s'engagent? Il y en a d'autres qui ferment la porte, j'imagine. C'est terminé, le stage est terminé, puis on passe à d'autres choses? Ou la majorité s'engage dans des causes comme l'environnement, les femmes ou autres? Je pense que pour la majorité, ils reviennent avec un vécu qu'ils veulent partager et de différentes façons, autant contribuer à des campagnes que partager leur expérience et encourager d'autres jeunes à participer. Là, pour un contexte de stage, c'est souvent ça. Même chose pour les coopérants volontaires. Là, on parle de gens un petit peu plus professionnels dans le sens où c'est des mandats de travail, c'est une embauche comme un emploi, c'est des 1 an, 2 ans, des fois plus. Les gens reviennent à la vraie vie québécoise. Donc, il y a une période d'adaptation, là, trouver du boulot, retrouver un rythme québécois. Mais encore là, après du recul, ils veulent rester informés, ils veulent partager leur expérience, par exemple en faisant un témoignage dans une école, souvent des écoles secondaires, cégep, université. Ils peuvent être conférenciers invités dans un cours universitaire, par exemple, pour une thématique là, spécifique dans un cours et ils ramènent des histoires réelles de comment ça se passe sur le terrain. Donc, je dirais que c'est beaucoup là où ils peuvent contribuer. Et c'est gagnant-gagnant parce que ça leur permet de prendre du recul sur leur expérience, ça leur permet d'être en paix avec tout ça, parce que c'est un chamboulement dans la vie, là, de partir, de revenir et de partager leurs acquis, leurs connaissances, leurs puis donner peut-être de l'intérêt ou un goût pour... Absolument. Ouais. Un étudiant, une étudiante ou un jeune qui aurait le goût de faire un stage. Parce que c'est des jeunes, en général? Pour un stage, Québec sans frontières, c'est 18-35 ans. OK. Pour de la coopération volontaire... Tous les âges? C'est tous les âges. On a autant des retraités que des jeunes qui sortent de l'université, des familles qui partent en famille, comme j'ai fait, moi, en Bolivie. T'es allé avec ta famille? Il y a de tout. Oui, je suis partie avec conjoint, 2 enfants. Le rythme là-bas, c'est pas on part dans la brousse sauver la planète. C'est quand même une job un peu de bureau. C'est beaucoup de suivi. Je faisais de la vérification de pièces comptables pour s'assurer, évidemment, que les fonds investis dans ce programme-là, dans ce projet-là, soient bien dépensés. On est un petit peu les yeux sur le terrain pour certaines choses. Et puis, c'est du 9 à 5. Puis, j'avais une nounou qui gardait les enfants à la maison après l'école. Puis ça dure quoi, 6 mois, 1 an? Moi, je suis restée 2 ans. Oh, quand même? C'était un mandat de 2 ans. Les enfants, puis ton chum aussi? Oui. Il a fait quoi, ton chum, pendant ce temps-là? Lui est devenu coopérant volontaire aussi dans un projet en audiovisuel. Lui, il avait une spécialité en audiovisuel. Puis c'était un programme de formation pour des jeunes autochtones de l'altiplano bolivien. OK. Pour renforcer leur capacité en communication et pour l'utilisation de l'audiovisuel comme façon autant de préserver la mémoire de leurs coutumes et leur culture, mais aussi une façon de s'exprimer, d'exprimer leurs revendications et de partager leurs préoccupations vers le futur. La Bolivie, c'est 60-70% autochtones? Oui. Quand même, hein? Avec 36 nations différentes reconnues dans la Constitution. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de travail qu'on peut faire. Quand tu travailles en coopération internationale, il n'y a pas une formation particulière qui t'amène à ça. Tu peux provenir des techniques, des sciences humaines. Oui. Pour être coopérant volontaire, on a autant du monde qui ont plus niveau bac maîtrise, on a du monde qui ont des doctorats, on a du monde qui sont plus techniques. Pour travailler au siège social, je dirais que la majorité de mes collègues n'ont pas étudié en développement international. Parce que c'est une organisation, on a autant des gens en finance qu'en communication. Moi, j'ai un bagage assez diversifié là, qui n'a pas du tout rapport avec... moi, ma formation de base est en sciences de l'environnement. Quand même. Oui, mais mes tâches en ce moment, c'est vraiment plus de la communication, organisation d'événements,
de toutes sortes. Mais c'est mon bagage, mon cumul de bagages, d'expérience là, qui a fait que je me retrouve dans ce poste-là et je touche à tout. Comme l'enjeu environnemental est quelque chose de très, très d'actualité, n'est-ce pas? Oui. Ça peut très bien servir, Oui, là, parce que c'est pas juste un enjeu pour les pays du Nord, c'est un enjeu aussi pour la Bolivie C'est un et enjeu d'autres pays partout. de l'Amérique latine. Oui, surtout que des fois, c'est les populations vulnérables qui sont les plus affectées, souvent, par des changements climatiques, la désertification, des inondations. Ils ont moins de moyens là, pour s'en sortir aussi facilement. Là. Ils ne peuvent pas se déplacer. C'est une intervention c'est un domaine qui me passionne encore aujourd'hui. Là. C'est mon parcours, tout simplement, qui m'a amené à ne plus travailler là-dedans, mais je suis très impliquée quand même. Là, la marche la semaine prochaine. Absolument. Ben oui. Et j'appuie aussi. Tu penses que les gens d'Amérique latine marchent sur l'environnement? Là, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a 5000 marches qui s'organisent à travers le monde. Ouais. Là. Oui, je suppose que oui. Là. Au Brésil, ils doivent marcher. Ils doivent marcher. J'imagine, avec Bolsonaro. Oui, il y a des endroits où ils sont beaucoup plus vite à descendre dans la rue qu'ici, là, des fois. Là. Fait que, Quoi qu'on n'est pas pire ici, quand même. On est quand même pas pire. On a pogné un pied. Greta s'en vient, fait qu'il doit y avoir un élan de mobilisation au Québec que tu ne retrouves pas nécessairement ailleurs. Oui, mais là, avec la CSDM qui a libéré ces jeunes, j'espère qu'ils vont être là aussi, quand même. Absolument, oui. Peut-être, je suis curieux, je connais une partie de la réponse, mais c'est sûr que Oxfam, comme les ONG en général, c'est apolitique au sens où vous vous mêlez pas de politique, mais en même temps, tu peux pas vivre en Bolivie pendant 2 ans sans regarder ce que le gouvernement de Morales, surtout qu'il y a des prétentions de gouvernement de gauche, ou tous les changements politiques et les transformations socio-économiques qui ont eu lieu en Amérique latine. J'imagine que vous devez être tenté des fois, vous devez débattre de politique, vous devez discuter avec le monde sur le terrain, ou ben donc vous faites... Vous faites votre job, puis vous vous en mêlez pas, puis vous laissez ça aux Brésiliens, ou bien aux Boliviens ou aux Chiliens, peu importe. C'est toujours un peu délicat. Ouais. Évidemment, on a un accord avec les gouvernements pour être dans le pays, fait que on peut pas commencer à critiquer trop ouvertement. Puis c'est assez clair que nous, on se mêle pas tant de ces enjeux-là. Mais notre travail est beaucoup en coulisses d'organisations qui défendent les droits des femmes, les droits des jeunes, les droits des Autochtones. Et notre objectif, c'est de les renforcer, de leur donner un coup de pouce pour qu'eux soient plus habilités, là, après ça, à mener leur programme ou à revendiquer, communiquer leurs revendications. Fait que c'est peut-être plus en arrière-plan là, qu'on travaille. Ça arrive-tu que les coopérants sont mal vus par des pouvoirs locaux, municipaux, gouvernementaux? Oui, ça arrive parce que il y en a qui peuvent encore nous percevoir comme, on est des gens du Nord qui viennent dire quoi faire aux gens du Sud. C'est de moins en moins le cas. On a de plus en plus, premièrement, de coopérants qui sont issus de la diaspora. Je dirais 45% de nos coopérants sont des gens qui sont issus d'origine, qui partent en tant que Canadiens, mais on a des Colombiens d'origine qui partent travailler un peu n'importe où, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, et on a du Sud aussi, là, entre les pays. Et le positif de ça, c'est que ça crée des équipes multiculturelles, multi-expertises, et ça nous renforce, nous aussi, là, dans notre analyse des situations, puis dans les suggestions ou les idées qu'on peut ressortir. Et des fois, c'est le mélange d'idées de 2 backgrounds différents qui fait qu'on ressort une idée qui est plus dans l'innovation. Parce qu'on sait que si on refait tout le temps les mêmes choses pour régler les mêmes problèmes et qu'on a les mêmes résultats, on n'avance pas beaucoup. On cherche l'innovation, on cherche les nouveautés. On laisse nos partenaires aussi essayer des nouvelles choses avec nos subventions, nos projets là, qu'on finance. Ils essaient des nouvelles choses. S'ils atteignent des résultats, ça leur permet d'aller cogner à des portes de bailleurs de fonds et à grossir. Ça veut dire que le visage de la coopération a un peu changé. Absolument. Avec les années, T'es dans un rapport Nord-Sud où le Nord vient expliquer au Sud comment ça fonctionne. Oui, exactement. Alors que le Sud n'a rien à voir avec le Nord. Là, ça a donné des histoires d'horreur en Afrique, même en Amérique latine, mais ça a bien changé, effectivement. Ça a bien changé, puis on est énormément dans l'écoute et dans
dans l'analyse des besoins. Les projets qu'on met en œuvre sur le terrain, c'est des idées qui viennent de nos partenaires terrain. C'est pas... Bon, il y a certaines thématiques. Il y en a ils peuvent nous reprocher d'imposer certaines thématiques. Des fois, c'est difficile de travailler en environnement quand les autres, ils sont plus dans la survie ou dans le développement économique. Mais quand même, on travaille ensemble et c'est vraiment un travail de co-création, de collaboration et de répondre aux besoins. C'est gagnant-gagnant, je pense. On a parlé tantôt du travail qui se fait au retour, mais en termes plus concrets d'enjeux de mobilisation pour les gens qui ont fait des stages, qui reviennent au Québec, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que on a recruté des gens, on les a envoyés à l'international et on veut garder des liens avec eux parce qu'ils reviennent avec des histoires à raconter, ils reviennent avec des beaux résultats qu'ils peuvent nous partager avec la population ici. Et on a un grand programme aussi d'engagement du public. Donc, Oxfam essentiellement travaille dans de trois façons, dans 3 axes d'intervention. On travaille dans l'humanitaire d'urgence, on travaille en développement durable, d'où le programme de coopération volontaire avec nos partenaires terrain, et on travaille en engagement du public, en participation citoyenne, en mobilisation citoyenne. Donc, au retour, ce qu'on souhaite, c'est que nos coopérants volontaires et nos stagiaires soient engagés, deviennent des citoyens engagés, que ce soit pour la cause de la solidarité internationale, que ce soit pour toute autre cause. On souhaite que ce soit des personnes qui restent là avec un côté indigné et avec un sentiment de pouvoir changer les choses en restant impliqués et engagés. Donc, moi, ma job, essentiellement, c'est de garder des liens avec ces personnes-là, c'est de leur proposer des activités, de leur proposer des occasions, autant d'échanger entre eux, de faire partie d'un panel, de partager nos campagnes dans leur réseau. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident comme travail parce que je travaille avec un réseau de personnes un peu invisibles qui sont à l'autre bout d'un courriel. Est-ce qu'ils lut ou pas mon courriel? Je ne sais plus. Ils sont à l'autre bout de Facebook, de Messenger et là, je suis dans le défi d'innover aussi à ce niveau-là dans nos communications parce qu'on est tous bombardés de beaucoup surtout une personne engagée qui est sensible à plusieurs causes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Absolument. Il faut faire des choix et il faut réussir à aller nous chercher aussi là, pour qu'on embarque. Et puis, c'est ça, mon quotidien, c'est d'essayer de trouver aussi ces façons-là de les connaître, mes coopérants volontaires, une fois qu'ils sont revenus, et de pouvoir de garder des liens, de communiquer avec eux, de leur proposer des choses au fur et à mesure qu'on a des occasions qui se présentent. Et les coopérants volontaires, quand ils reviennent, j'imagine qu'il y en a certains qui s'engagent même? Que ce soit dans l'action sociale, l'action peut-être même syndicale? Bien, absolument. Sait-on jamais? Bien, c'est sûr qu'il y en a qui deviennent employés au siège social quand il y a des offres qui s'ouvrent parce que... Qui deviennent employés d'Oxfam. Bien, qui deviennent employés d'Oxfam quand il y a des postes ouverts. Rien de mieux que quelqu'un qui a fait du terrain, là, je trouve, pour toute l'exécution de nos projets, nos programmes. Il y a des personnes qui deviennent engagées. Des fois, ils changent aussi de focus de carrière, il y a une étincelle là, qui ça change leur vie. Puis, ça peut changer leur vie. Une forme de découverte. Oui. Tu nous expliquais que pour Oxfam, l'enjeu de l'environnement est quelque chose d'important. Vous serez là le 27? On sera là le 27. C'est la première fois que Oxfam va mobiliser un contingent. Là. On va s'identifier dans la foule. On a été libérés. Tout le siège social a été libéré. Et on travaille beaucoup dans le milieu scolaire, les écoles secondaires, primaires, cégep, université. Et on encourage aussi les gens qui nous suivent à participer, à s'identifier aussi au nom d'Oxfam. Là. On a un petit rendez-vous au bureau pour ça. Puis, et
ce qu'on a développé aussi, c'est une action pour les milieux qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas aller à la rue ou qui sont en région. On a organisé un debout pour l'environnement. Donc, la majorité marche pour l'environnement, mais on encourage aussi les écoles à faire un debout. C'est quoi, ça, un debout? Et un debout, c'est simplement de rassembler toute l'école, par exemple, dans le gymnase, que tout le monde soit assis. Ils lisent une déclaration, donc en appui, justement, à la cause, là, le climat, les changements climatiques. Et sur un cue, tout le monde se lève en même temps pour démontrer leur appui à la cause. Donc, et vraiment un engagement. Des photos, on met ça sur les réseaux sociaux. Un engagement bien concret, là. Bien militant. Bien senti. Fait que ça fait partie de nos actions de mobilisation là, dans les différents milieux et aussi pour aller chercher des régions qui sont peut-être qui peuvent pas se rendre à Montréal ou dans un endroit où il y a une marche, là. Il y a 25 ans, 20 ans, on ne parlait pas d'environnement quand on parlait de coopération internationale. J'imagine que maintenant, dans certains projets, la question environnementale est présente. La question environnementale est présente. Dans presque tous les pays, on a une personne spécialisée en environnement qui assure une veille, qui assure que l'environnement soit une préoccupation transversale dans tous les projets, dans toutes nos interventions, parce qu'on ne veut pas faire une bonne chose à un endroit puis causer du dommage à un autre endroit. Donc, la préoccupation de l'environnement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des conséquences environnementales. Il faut analyser un peu l'impact que nos actions peuvent avoir sur l'environnement. Donc, de plus en plus, des conseils techniques, qu'on les appelle maintenant sur le terrain, là, en environnement. On a des gens en agriculture, agronomie aussi, avec certaines focus changement climatique agricole et tout. Et c'est ça. Il y a sûrement une bonne part d'éducation là-dedans, parce que souvent, c'est croissance, développement économique, création de la richesse. Ça rentre parfois en contradiction avec les enjeux environnementaux. Donc, pour le petit producteur ou le propriétaire, si on ne parle pas des grands propriétaires terriens, là, on parle juste de la petite entreprise, il doit y avoir un travail d'éducation nécessaire à faire. Oui, je dirais qu'il y a une grosse étape là, d'éducation pour convaincre aussi là, des bienfaits, des bénéfices là, de se préoccuper de l'environnement. Là. C'est pas acquis au départ. C'est pas acquis ici, c'est pas acquis non plus dans les pays du Sud. C'est ça. Mais on continue d'avoir un espoir. Il y a des projets qui portent des fruits et qui peuvent servir aussi de démonstration là, pour d'autres. Et des fois, c'est ça. Il faut semer une graine, une place, puis ça peut porter des fruits et se multiplier. Alors, merci, Amy, d'avoir pris du temps avec nous ce matin pour nous partager ton travail passionnant. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.